Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire donc, sur le point sur l'entrepreneuriat, la création et la transmission d'entreprise. Donc pour ce webinaire aujourd'hui, on accueille Kevin Fralin de l'Ouvre-Boîte 44, Mariam Guilleneuf de BGE Atlantique Vendée et Johan Gagneux qui nous rejoindra tout à l'heure de Transition Pro Pays de la Loire. Donc c'est Nicolas Boisard et moi-même qui allons co-animer ce webinaire. Sur la slide suivante, je vous propose des consignes donc, de pouvoir vous renommer dans la fenêtre participant. Donc, vous voyez sur la slide de comment procéder pour vous renommer. On va vous proposer aussi de couper vos micros. Et puis, on vous précise que ce webinaire fait l'objet d'un enregistrement. Si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez poser les questions via le chat. Et puis, on gardera un œil sur le chat pour les relayer vos questions aux intervenants. Voilà, je laisse la parole à Nicolas, mon collègue, pour un premier point sur les éléments statistiques sur la création d'entreprise. Bien, bonjour à tous, donc Nicolas Boisard, collègue de Bertrand, donc au sein des pôles accompagnement des professionnels du CARIF. L'idée de mon intervention, c'est de vous présenter vraiment les grandes tendances sur la création d'entreprises en Pays de la Loire. Donc ce sera assez rapide et je me concentrerai sur les principaux messages concernant la dynamique de la création. Donc les sources de données, c'est assez classiquement INSEE et BPI France, l'Observatoire de la création d'entreprises. Et comme tu le faisais, Bertrand, voilà, on peut passer à la première diapo qui présente justement l'évolution de la création d'entreprises comparée entre les éléments, les données concernant les Pays de la Loire et ceux de la France. Alors, comment ça se lit ce schéma? Vous voyez à gauche un indice, une échelle en tout cas qui se réfère à 100, l'indice base 100 à fin 2010, qui veut dire qu'en fait c'est le point de repère pour apprécier la dynamique d'évolution des 4 courbes qui vous sont présentées. Et donc on a en fait des courbes en trait plein et en pointillé. Donc pour ce qui est, vous avez la légende tout au-dessus de ce schéma, mais pour les codes couleurs, la France c'est le bleu et pour les Pays de la Loire le jaune. Et par ailleurs, on voit qu'on distingue en fait dans ces courbes ce qui concerne en fait l'ensemble des entreprises, donc y compris micro-entrepreneurs, ou bien si on se distingue, et là c'est en pointillé, en ne prenant pas en compte les créations de micro-entreprises. Voilà, une fois ces éléments posés, on peut apprécier globalement la dynamique de croissance relative au fil des trimestres de la création d'entreprises, tant en France qu'en Pays de la Loire, et que ce soit finalement avec ou sans la micro-entreprise. Un élément aussi assez caractéristique sur le schéma, on voit bien sur la partie de droite, on peut deviner en fait l'impact du confinement de mars 2020 par la chute de la création d'entreprises courant 2020, et puis que ce soit avec ou sans la prise en compte des micro-entreprises, et puis on voit un rebond et une sorte de rattrapage, mais avec une dynamique quand même de courbe globalement croissante sur les dernières années, ce que les intervenants suivantes pourront également nous confirmer vu du terrain. Voilà, et puis le dernier point qu'on retiendra sur cette diapo, c'est les 35 000 à peu près entreprises créées dans les Pays de la Loire, avec une croissance un petit peu moindre en relatif par rapport à 2019 que par rapport à 2018, mais globalement quand même une tendance à la hausse dans la création d'entreprises, tout type d'entreprises confondues. Sur la diapo suivante, si on regarde ce qui se passe au niveau sectoriel à très grosse maille sur les 4 dernières années, on voit bien que chaque secteur d'activité, donc là on est sur des données de BPI France, mais qui recoupent la nomenclature des activités françaises que retient l'INSEE dans ses productions. Il y a des regroupements, mais on voit que les différents histogrammes qui vous sont présentés présentent hors agriculture, je le précise, en tout cas l'évolution dans les 4 dernières années de la création par secteur, un secteur regroupé en partant de l'industrie, donc du secondaire vers les activités de services tertiaires. Une fois que je vous présente ça, donc on voit bien les 35 000 que je vous ai évoqués sur la diapo précédente. Si on passe sur les 2 diapos suivantes, donc on vous fournira les supports, bien entendu. Vous avez le détail sur un top 20 des créations en volumétrie, en nombre, et on voit que ça représente les 20
code NAF de création représente presque la moitié des créations, ce qu'on retrouve tout en haut. Alors, juste quelques mots très rapidement. On voit autre activité de poste et de courrier. Donc là, on est donc sur des chiffres Pays de la Loire et pour l'année dernière. Ce que l'on voit également, autre point à préciser pour la lecture de ce type de tableau, c'est l'évolution annuelle, deuxième colonne vers la droite du tableau, en pourcentage. Et on voit également un TCAM, cet acronyme mystérieux, en fait, c'est un taux de croissance annuel moyen, c'est-à-dire en fait sur la période 2009-2019, en moyenne, on a une évolution chaque année, par exemple si je prends la première ligne des autres activités, de 57%. Et ce qui permet d'apprécier que l'évolution annuelle 2020 par rapport à 2019 est moitié moindre, 26%, que le taux de croissance moyen constaté sur les années précédentes. Donc ça permet de relativiser la dynamique en fait d'une année sur l'année précédente par rapport à la décade passée. Je termine sur ce tableau juste pour dire, donc, autre activité de poste et de courrier pour démystifier, c'est tout ce qui est finalement logistique et livraison à domicile, majoritairement. Et puis, je ne sais pas si Mariam INF reviendra sur ce point-là, mais conseil pour les affaires, autre conseil de gestion, c'est assez clair. Outre service personnel NCA, c'est une rubrique un petit peu fourre-tout de l'INSEE en fonction des déclarations qui sont fournies et qui permettent d'aller mettre les activités qui n'ont pas été soit bien répertoriées ou bien identifiables du côté de l'INSEE. Donc en tout cas, c'est pas une progression, c'est une moindre progression sur ce champ-là. Donc en troisième position. Je ne rentre pas dans le détail de l'ensemble des autres éléments. Le tableau suivant, diapo suivante. Bertrand, si tu peux juste, voilà, merci. Donc sur les créations en croissance également, on voit en fait des très forts taux d'évolution annuelle. Donc ça peut être intéressant à rapporter en fait à la crise qu'on a connue. Je dirais juste un mot, je ne rentrerai pas non plus dans un grand détail, mais on voit que par exemple, on a une évolution à 356%, alors que globalement, la tendance était baissière pour ce qui relève de la création artistique relevant des arts plastiques. Sans aller trop finement dans le détail, on voit quand même des tendances d'impact de la crise sur le type d'activité, notamment, comme c'est toute entreprise confondue, probablement en micro-entreprise, qui ont pu susciter l'intérêt des créateurs dans l'année passée pour se mettre en perspective, rebondir, évoluer professionnellement. J'en ai assez dit sur ces tableaux. Sur la slide suivante, là, on a parlé de la dynamique de création sur les années passées. On peut s'intéresser aussi aux défaillances. Idem, même tableau que le tout premier que je vous ai présenté. On est sur un repère base 100 à fin 2010. Ce qu'on voit globalement, c'est que dans une première partie de cette courbe, donc là encore, on compare à ce qu'il en est des défaillances entre Pays de la Loire et la France. En bleu, Pays de la Loire en jaune, on voit que globalement, après avoir légèrement augmenté sur une phase fin 2012 à fin 2015, quand même avec une forme en plateau, on a une décroissance qui s'est amorcée fin 2015 jusqu'à 2018 et on voit qu'on plonge littéralement à la crise et à l'arrivée de la crise Covid et notamment en 2020. Comme c'est indiqué sur la diapo, c'est probablement dû cet effet de plongée. Là, on a quand même une chute de 50% au fait des effets combinés de toutes les mesures de soutien à l'économie qui ont pu être mises en place. Voilà pour ce qui était des dynamiques globales entre création et défaillance. Je termine sur cette diapo. Alors, quelques mots quand même pour la démystifier aussi. Là, c'est une autre source d'études, mais sur une étude d'ARES, on est sur des chiffres beaucoup plus anciens. Sur 2014. L'intérêt de cette diapo, c'est de s'intéresser aux difficultés qui sont classiquement rencontrées par les créateurs d'entreprises, quelles qu'en soient les formes, et avec un accent mis à l'époque, en 2014, sur les mêmes difficultés pour les micro-entreprises. Et vous voyez l'ensemble de ces difficultés détaillées en dessous des tableaux, que ce soit la solitude, le prix, les clients, les aspects de financement, difficultés administratives ou les aspects juridiques ou le besoin de conseil et les aspects législatifs. On voit globalement, je ne rentrerai pas dans le détail non plus de ces courbes, on n'en a pas le temps, mais on voit que pour les créateurs classiques, on n'a pas la même forme globalement
de répartition en fait de ces difficultés, sachant que on n'est plus sur des éléments administratifs qui ressortent sensiblement dans la création classique, là où, par exemple, pour les micro-entrepreneurs, c'est, j'ai envie de dire, beaucoup plus réparti. Et c'est un peu le message que je veux vous passer, c'est qu'un peu toutes ces difficultés-là sont à traiter de fond et que finalement, les aspects de financement ne sont pas si importants que ça, vu de la micro-entreprise, comparé aux autres difficultés qui sont toutes à traiter de front par les micro-entrepreneurs. Voilà, j'en reste là pour cette intro statistique et je vous propose de passer maintenant des chiffres à la vraie vie et notamment avec le propos de ceux qui accompagnent au quotidien les créateurs d'entreprises et qui informent sur ce sujet. Donc, je passe la parole maintenant à Mariam Guéneuf. Mariam. Oui, bonjour, Mariam Guéneuf, je représente BGE. BGE est un réseau associatif d'accompagnement à la création, à la reprise et au développement des petites entreprises de 0 à 10 salariés. Et son existence a aujourd'hui plus de 40 ans. Bertrand, si tu veux, pour passer à la slide d'après. Peut-être que vous connaissez BGE. Alors, c'est dans toute la France. C'est le premier réseau aussi bien historique que dans le nombre d'experts, puisqu'on est plus de 1000 experts présents. Pour les Pays de la Loire, vous avez 2 structures. Vous avez BGE Atlantique-Vendée pour la Loire-Atlantique et la Vendée. Et puis, vous avez BGE Anjou-Maine pour les 3 autres départements. Sachant qu'on travaille quand même ensemble, donc il y a quand même beaucoup d'offres qui sont identiques. Après, il y aura des offres différentes selon le territoire, selon les besoins des entrepreneurs, selon les financements locaux, mais il y a évidemment des conventions qui sont régionales avec le parcours entrepreneur de la région Pays de la Loire et puis des conventions telles que l'AGFIP Pays de la Loire également. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a un site internet en commun que vous voyez en dessous, et puis on a des valeurs qui sont importantes pour nous à travers notre charte initiative et solidarité, où l'objectif c'est vraiment de toucher tous les publics, demandeurs d'emploi, salariés, indépendants. Les indépendants, c'est quand même la moitié des accompagnements, c'est important. Et puis aussi bien jeunes que moins jeunes, on a autant d'hommes que de femmes. Donc, la création d'entreprise, c'est pour certains, l'opportunité de créer son propre emploi, et pour d'autres de se réaliser et parfois même de créer d'autres emplois par ailleurs. Voilà, d'où d'ailleurs les petites différences de statistiques dont tu parlais tout à l'heure, Nicolas, entre micro-entrepreneurs et l'entreprise classique, où clairement on voyait une différence au niveau de l'administratif, alors que l'entreprise classique a un expert comptable souvent. Mais il a aussi une réglementation qui est liée au social, au droit du travail à travers l'emploi des salariés, entre autres. Donc on peut continuer. L'objectif là, de mon intervention, c'est de vous présenter les étapes de la création d'entreprise ainsi que les différents acteurs qui sont présents sur toute la région Pays de la Loire, qui ont différents lieux de présence, dont dans des maisons de la création d'entreprises qu'on trouve de plus en plus sur tous les territoires, mais pas que. On a aussi des permanences par ailleurs. Donc en général, c'est rare quand même que vous n'ayez pas sur votre département une structure. Là, dans l'ensemble, elles y sont toutes, pour celles qui sont présentées. Celles que vous avez dans la ronde des acteurs, c'est celles que vous avez. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas en plus une ou deux structures locales qui viennent en complément. En général, on joue vraiment à la complémentarité puisque de toute façon, on n'est jamais assez nombreux pour répondre aux besoins de tous les entrepreneurs. Je reviens sur la notion de besoin. Tout à l'heure, sur le graphique où vous voyez les besoins, enfin les problématiques exprimées par les entrepreneurs, il y a une grosse différence entre les problèmes exprimés par l'entrepreneur et les problèmes qui sont diagnostiqués par les experts de la création d'entreprise. C'est-à-dire que souvent,
un entrepreneur va peut-être se cristalliser ou se focaliser sur certaines thématiques, alors que la réalité est peut-être tout autre. Et nous, on l'a vu à travers l'accompagnement, par exemple, des travailleurs indépendants bénéficiaires de minima sociaux, où on a vu que c'était souvent l'aspect communication et commercial qui était un vrai enjeu, et ce n'était pas toujours le besoin exprimé. Donc là, vous trouvez sur cette ronde les partenaires de l'accompagnement, qui sont BGE en haut, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre de métiers et de l'artisanat et la Chambre d'agriculture. Ensuite, vous avez un certain nombre de structures dans la coopérative d'activité que Kevin présentera par la suite. Elles sont pas, la liste n'est pas exhaustive, mais vous avez entre autres Bâti Créateur, Vous Boîte, Comme Chez Vous et Ose. Vous avez l'Union régionale des scopes. Alors, l'Union régionale des scopes peut intervenir sur les créations, mais c'est surtout dans le développement, c'est-à-dire quand vous avez des structures qui ont envie de changer de forme juridique et de passer au principe de la coopérative qui permet en effet d'avoir une démocratie plus importante au sein de l'entreprise. Donc, l'Union régionale des scopes. Et ensuite, vous avez les acteurs du financement avec l'ADI, ça j'en parlerai par la suite, France Active et non Fondes, ça c'est l'ancien logo, veuillez m'excuser, je n'ai pas trouvé les logos en noir et blanc. Et puis plateforme initiative, les plateformes initiatives qui sont très présents localement et qui ont des règles différentes selon les territoires, parce que chaque plateforme est une association propre, alors que France Active est une structure au niveau régional et l'ADI au niveau national. Et puis le réseau Entreprendre pour les projets plus importants. Donc, qu'on va développer par la suite à travers les étapes. Donc, Bertrand, merci. Les étapes de la création d'entreprise. Alors, quand on dit création, ça comprend automatiquement, nous, dans notre vocabulaire, la reprise d'entreprise. La plupart des reprises d'entreprise comprennent souvent une création. On appelle ça une reprise, mais administrativement, c'est une création. C'est par exemple le rachat de fonds de commerce ou de fonds artisanal. Vous aurez le transfert du fonds, c'est-à-dire que le repreneur va créer sa forme juridique et va en fait transférer, par le biais du notaire, va transférer le fonds de la société du cédant à la société, alors société ou entreprise individuelle, de la société du cédant à la société du repreneur. Donc, réellement, on est dans une création, mais on va parler de reprise. Et puis, vous avez la reprise des parts sociales, c'est-à-dire qu'on rachète la société avec l'actif et le passif. Donc, dans tous les cas, dites-vous bien que quand on parle de création, c'est création et reprise. L'accompagnement d'un entrepreneur, ce qu'on appelle un entrepreneur, c'est aussi bien du stade de l'idée jusqu'au développement de son entreprise. Donc, c'est un entrepreneur en devenir ou un entrepreneur installé. Son accompagnement se fait tout au long de sa vie d'entrepreneur. Donc, on a, nous, à BGE, on a des rendez-vous d'accueil diagnostiques avec des chefs d'entreprise qui sont à leur compte depuis 5, 10 ans, 20 ans. Voilà, et on en a certains qui viennent juste avec... qui sont porteurs de projets, qui viennent avec une idée de création ou de reprise. Donc, la personne va venir voir l'une de nos structures et on va échanger et voir quels sont les besoins et évaluer avec la personne son état d'avancement. Parce que l'entrepreneur peut très bien vous donner un état d'avancement et puis en faisant le diagnostic, on se rend compte que son état d'avancement est plus ou moins avancé. Parfois plus avancé parce qu'il y a un principe parfois de manque de confiance en soi pour certains entrepreneurs et d'autres moins avancés parce qu'ils n'ont pas toujours pensé à toutes les étapes. Donc, vous allez retrouver là les 5 étapes. J'ai une idée, j'étudie mon projet, je le finance, je m'installe et je développe ma jeune entreprise. À travers ces étapes-là, on va voir donc par la suite les thématiques qui vont être abordées, les acteurs qui vont être rencontrés. Donc, j'ai besoin de préciser mon idée. Donc, c'est quoi l'objectif de préciser son idée? Il y a évidemment l'objectif d'amorcer le projet. Il y a un moment, on peut être bloqué avec cette idée, ne pas savoir par où commencer. Donc, être rassuré, avoir un avis extérieur, évidemment. On est vraiment sur la partie aussi adéquation personne-projet. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font une réorientation professionnelle.
hein. On le voit à travers différents profils. On le voit aussi avec des personnes qui ont un handicap, qui ont eu un handicap suite à leur situation salariale. On a beaucoup de primo-créateurs, mais pas que. On peut avoir aussi des gens qui ont déjà créé, qui ont arrêté leur activité pour peu importe pour quelle raison, qui sont passés à autre chose et qui ont envie de repartir dans une aventure, dans une autre activité. Et puis, de pouvoir formaliser les choses, d'être rassuré. Et puis, on a aussi les entrepreneurs qui ne sont pas du territoire, c'est-à-dire des porteurs de projets qui viennent de la région parisienne ou encore d'autres régions, hein, mais je dis région parisienne parce qu'on en a pas mal en ce moment, et qui veulent un peu changer de vie et qui ont tout un réseau à se faire. Voilà, en plus d'être pour certains primo-créateurs. Donc là, en termes d'interlocuteurs, vous avez certains, même si je ne l'ai pas mis, qui peuvent faire en effet actif créa, mais souvent ils sont même un peu plus en amont avec Pôle emploi. Nous, on accompagne à partir du moment où il y a une idée. Et puis, vous avez des associations de bénévoles à la retraite qui peuvent aussi donner de leur temps. Je pense à EG, Compétences, ECTI, etc. Ça dépend du territoire, mais ils sont également présents en soutien. Et nous, c'est intéressant pour nous d'avoir ces bénévoles parce que parfois, on a des personnes qui ne veulent pas être accompagnées, mais qui veulent juste une ou deux réponses à leurs questions. Enfin, plutôt une réponse à une ou deux questions. Voilà. Donc, ça peut être pratique aussi pour eux. Nous, notre métier, c'est quand même l'accompagnement. Ensuite, vous avez l'étape 2, j'étudie mon projet, où là, clairement, on va rentrer dans la construction du projet pour que le projet soit viable et vivable. Et ça va permettre à l'entrepreneur également de se faire un choix, de se dire j'y vais pas. C'est bien là notre métier en fait. C'est vraiment que la personne, à travers l'accompagnement et la formation, puisse recalibrer son projet, le rendre viable, qu'il soit adapté à sa situation personnelle, qu'elle n'ait pas des a priori, qu'elle ne fantasme pas sur sa future activité, qu'elle soit en prise avec la réalité. Et donc, de ce fait, soit elle se dit j'y vais, je vais demander un financement bancaire pour certains, pour d'autres, je vais passer à la case immatriculation, soit je reporte, mais je sais pourquoi je reporte, et j'ai des actions à mener entre-temps, soit ça m'a permis de faire le deuil de mon idée et de pouvoir avancer et de passer à autre chose. Donc, cet accompagnement, évidemment, va comprendre des étapes comme toute la partie marketing et gestion, ce qu'on appelle l'étude de marché, c'est-à-dire se rendre compte si les clients existent, si on a le bon produit, la bonne promesse en face du client, si on est au bon endroit au bon moment. Voilà, on va évidemment voir tout ce qui est étude de la concurrence à travers ça également, le choix de ses fournisseurs, etc. Et il va y avoir la partie chiffrage de projet, souvent qu'on appelle prévisionnel, pour savoir quel sera le coût de mon projet, comment je le finance, et puis également quel chiffre d'affaires potentiel je peux faire, et donc en face, quelles seront les charges qui vont m'attendre sur les 3 prochaines années avec un développement possible, et donc combien je vais pouvoir en sortir en rentabilité, en résultat, et est-ce que je vais pouvoir rembourser mon prêt. Et inversement, en termes de seuil de rentabilité, ça peut me permettre aussi de connaître mes objectifs de chiffre d'affaires minimum à réaliser pour justement pouvoir payer mes factures et me sortir une rémunération minimum vitale. Donc ça, c'est quand même important. À travers ça, il y aura le choix de la forme juridique et du régime fiscal. On est vraiment dans les dernières étapes. On a beaucoup de gens qui viennent nous voir et qui nous disent moi, je veux être micro-entrepreneur. Mais micro-entrepreneur, ce n'est pas un métier, ce n'est pas une activité, ce n'est pas ce qui fait vivre, c'est juste un statut, c'est juste un régime fiscal et social. Il est très rare d'avoir des défaillances liées au régime. Il y a quasiment pas, c'est très rare les erreurs à ce sujet-là, d'autant plus avec l'augmentation du plafond du micro-entrepreneur. Donc, dans l'ensemble, c'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est est-ce que je maîtrise bien mon métier et est-ce que
je vais vraiment pouvoir faire du chiffre d'affaires et en vivre. Parce que faire du chiffre d'affaires et faire de la perte derrière, c'est pas intéressant. Il faut au final pouvoir en vivre. Donc, vous avez les formations également. Ça, c'est juste après. Et au niveau des structures, vous trouvez BGE et vous trouvez les 3 chambres consulaires. On a toutes des formations et des accompagnements avec des formats différents, des objectifs différents. Donc après, l'entrepreneur par confiance, par feeling avec le conseiller ou parce que le format l'intéresse, va plus s'orienter vers une structure ou une autre. Donc, par exemple, nous, on a un accompagnement, on a une formation de la région sur 6 semaines qu'on ne va pas trouver partout, hein, entre autres. Donc, pour la suite, Bertrand, voilà, j'ai fait un petit slide sur la formation. Il y a des ateliers, des formations courtes, des formations longues. On est organisme de formation, on a des financements publics et quand vraiment la personne ne rentre pas dans nos conventions, puisque c'est la priorité pour nous que ça rentre dans les conventions, là, en effet, je peux parler pour les chambres consulaires, hein, je pense sans souci, on fait appel au CPF si la personne a des droits ou à d'autres fonds par ailleurs. Je pense au fonds d'aide aux jeunes pour les moins de 26 ans, entre autres, si le conseiller veut bien accompagner le jeune dans cette démarche. Voilà. Ensuite, ou la GFIP ou d'autres financements. Ensuite, vous avez des entrepreneurs qui, soit en parallèle de l'accompagnement, auront besoin de compléments d'information ou alors ne ressentent pas le besoin d'être accompagnés. Hein. C'est le cas de la majorité d'entre eux, hein, parce que tout à l'heure, on a vu une explosion du nombre de créations d'entreprises, mais il n'empêche que nous, on ne les voit pas. On n'a pas une explosion du nombre d'accompagnements, ce qui est bien dommage, puisque en échangeant au sein des maisons de la création, hein, dans nos comités, avec l'ensemble des structures, on s'en rend bien compte que c'est bien le numérique, mais du coup, les gens pensent avoir assez d'informations à travers les webinaires, à travers des outils, mais nous, ce qu'on vend, ce n'est pas des outils, c'est clairement un accompagnement qui permet à la personne de faire ses choix en connaissance de cause. Et donc, on a quand même un taux de pérennité qui est 30% plus élevé que la moyenne nationale quand la personne n'est pas accompagnée en termes de pérennité au bout de 3 ans, ce qui n'est pas négligeable. Alors, les interlocuteurs qu'on peut trouver au sein des maisons de la création, mais pas que. Vous avez les experts comptables, vous avez les avocats, les notaires. C'est d'autant plus important pour les reprises d'entreprise. Hein, c'est compliqué de faire sans quand même. Alors que les créations d'entreprises, surtout les micro-entrepreneurs, ne seront pas amenés obligatoirement à les rencontrer. Les banques, évidemment, pour ceux qui ont besoin d'un prêt, mais pas que. Il y a aussi ceux qui ont besoin de certains services bancaires pour les professionnels, comme les paiements en ligne, entre autres. Vous avez le CRA, qui est une association de cédants et de repreneurs d'affaires et qui permet de mettre en relation les cédants et les repreneurs. Donc, c'est intéressant pour apprendre à bien cibler, à trouver un cédant quand on est repreneur. Vous avez l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, pour tout ce qui est protection de brevets, de marques, de licences. Donc, ça, nous, dans notre domaine, c'est rare, mais pour certaines activités, c'est vraiment nécessaire. C'est important, cette protection. Vous avez l'Union régionale des SCOP, dont on a parlé tout à l'heure, pour ceux qui envisagent la forme juridique de la SCOP. Et puis, vous avez d'autres structures, comme entre autres l'URSSAF, qui permet également d'avoir des informations sur la protection sociale, qui s'appelle aujourd'hui le SSI, la sécurité sociale des indépendants, anciennement le RSI, régime social des indépendants, et qui comprend donc la santé, la retraite et les allocations familiales. Voilà. Et l'URSSAF, eux, ils font c'est déjà pas mal, récolter l'argent, et puis derrière, il faut le redistribuer à travers des structures comme la CPAM, la CAF ou la Caisse retraite, entre autres. Alors, l'étape 3, j'ai besoin d'un financement.
Pour les personnes qui ont besoin d'un financement autre que les prêts, ce qu'on appelle la love money ou le financement participatif sur lequel on accompagne d'ailleurs, il y a évidemment les banques, ça va de soi. Vous avez des banques qui ont parfois des services, on va dire, à destination de certains publics en difficulté. Donc, ça existe. Hein. Nous, on a les partenaires. Et évidemment, les 4 structures les plus connues sont l'ADI, qui propose du microcrédit pour les projets de moins de 10 000 euros. Voilà. Ça, c'est quand même intéressant pour les publics qui ne souhaitent pas passer par le système bancaire, parce que ça peut être un choix personnel, mais c'est aussi, cette association permet aussi aux personnes qui sont interdites bancaires, qui sont fichées Banque de France parfois, d'accéder malgré tout à un microcrédit. Ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi au niveau de tout ce qui est permis B, achat d'un véhicule. Donc, c'est au niveau professionnel, mais ça peut être aussi au niveau personnel pour votre public. Obtenir une garantie bancaire avec Fondes, qui en fait s'appelle France Active maintenant. France Active, c'est également la structure qui gère la garantie, comment elle s'appelait avant, FGIF, donc la garantie pour les femmes, qui permet en effet d'avoir un soutien, une garantie solidaire à 100% sur le prêt bancaire, alors évidemment selon les montants de prêt, mais pas que. C'est aussi une garantie solidaire qui peut être proposée à destination des demandeurs d'emploi créateurs. Donc, France Active, c'est vraiment à destination des demandeurs d'emploi et également des projets de l'économie sociale et solidaire. Voilà, enfin des associations, excusez-moi, employeuses. Donc là, ils peuvent soutenir financièrement et également dans le développement de l'activité, que ce soit l'ADI, France Active ou les plateformes ou le réseau Entreprendre. Elles accompagnent toutes également dans le développement de l'activité une fois que l'entrepreneur est à son compte. Alors ça, c'est important, ce n'est pas qu'au moment de la création d'entreprise. Vous avez donc les plateformes dont on parlait tout à l'heure. Alors, excusez-moi, juste avant Bertrand. Les plateformes, c'est le principe du prêt à donneur, c'est-à-dire des prêts à taux zéro, mais c'est au nom de la personne, ce n'est pas au nom de l'entreprise en général. Et réseau Entreprendre, c'est pour des projets plus importants. C'est pour des projets avec justement des projets d'embauche par la suite, donc avec des emplois salariés au sein de l'entreprise. Donc le prêt d'honneur est évidemment plus important. Ensuite, vous avez l'étape 4. Donc l'étape 4, c'est je m'installe. Donc l'installation veut dire souvent l'installation physique. Parfois, certains ont besoin d'un bureau ou un local commercial. Le local commercial, ça peut être vu avec la collectivité locale qui a un service de développement économique. Ça peut être vu évidemment avec les professionnels de l'immobilier. Ça peut être vu aussi avec les notaires qui ont parfois ce service en interne. Et puis le bouche à oreille, en se baladant dans la rue, on pose des questions, on peut trouver un local par-ci et là. Pour ce qui est du bureau, c'est de la même manière, mais en plus, il existe les pépinières et les hôtels d'entreprise. Les pépinières sont à destination de la jeune entreprise et ont pour intérêt, alors on en trouve quasiment sur tous les territoires. Hein. Aujourd'hui, elles sont souvent mises en place par les chambres consulaires et par les collectivités locales. Elles ont pour intérêt d'avoir des loyers modérés et des services mutualisés. Donc, c'est quand même très intéressant. Et donc, aussi de bénéficier d'un réseau sur place et d'un accompagnement. On se sent moins seul. On a des voisins qui sont eux-mêmes jeunes entrepreneurs. Il y a des événements. Donc, c'est quand même très intéressant en général. Pour la partie installation administrative, il y a 2 situations. Je n'ai pas fait de slide c'est pour ça que je vous en parle dès maintenant. Vous avez soit l'installation administrative faite, c'est-à-dire l'immatriculation faite par un expert tel que l'expert comptable ou le notaire, c'est-à-dire qu'on sous-traite cette partie-là. Soit on peut le faire par soi-même, ce qui est le cas du régime micro-entrepreneur, puisque l'immatriculation est facile à faire, par Internet, et on va être du coup immatriculé
et ça va être traité par les chambres consulaires qui, derrière, vont envoyer le dossier par télétransmission auprès de différentes structures telles que les impôts, l'URSSAF, le registre de commerce et de société, le répertoire de métiers, le SSI, donc pour la protection sociale. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle un guichet unique, en fait, un CFE, un centre de formalité des entreprises. Donc, on a quand même cette chance-là en France de déposer son dossier de manière souvent numérique, de plus en plus, et que derrière, l'ensemble des organismes soient informés et traitent votre immatriculation et par la suite, ils vous renvoient les documents qui vous informent bien de votre installation en tant que micro-entrepreneur, entreprise individuelle ou société. Mariam, on va oui, conclure on y va. rapidement. Je vois juste une question, peut-être tu vas pouvoir y répondre directement. Bonjour, les accompagnements des organismes aidants sont-ils payants? Alors, en gros, les accompagnements, c'est soit vous êtes dans des conventions, le parcours entrepreneur de la région, ça peut être une prise en charge par la GFIP dans certains cas, ça peut être des conventions avec les collectivités locales, soit la personne ne rentre pas dans ces cadres-là d'actions spécifiques, comme les quartiers aussi, le PLI, voilà. Et dans ces cas-là, on proposera un accompagnement finançable par le biais du CPF, entre autres. À la marge, il nous arrive d'avoir des gens qui financent et qui ont les moyens de financer l'accompagnement par leurs propres moyens, par leurs propres deniers. Okay. Ensuite. Cinquième étape, du coup. Cinquième étape, je développe ma jeune entreprise. Donc, comme je vous disais, la moitié de notre métier, c'est l'accompagnement des indépendants. Alors, soit en effet, on a des conventions avec la région ou le département, ou les fonds de formation des indépendants. On a des conventions aussi là-dessus, comme la GFIS avec des mallettes, enfin des modules, des ateliers, des formations qui sont prises en charge pour les indépendants. Ou sinon, on fera appel, l'entrepreneur fera appel avec le soutien administratif de la structure à son fonds de formation des indépendants. Donc, ça ne fonctionne pas comme le CPF, ce n'est pas les mêmes modalités. Et donc là, on est sur des thématiques un peu différentes. Nous, on a quand même beaucoup développé le développement de son chiffre d'affaires avec le numérique à travers le marketing numérique. Il y a la stratégie commerciale, l'organisation administrative, la gestion, le recrutement de ses premiers salariés, etc. Et on a également des clubs d'entrepreneurs dans l'ensemble de nos structures. Ça, c'est quand même très important. Le réseau, ça fait vraiment partie des premiers, des clés du succès. La mise en réseau. Et la mise en réseau se fait aussi bien physiquement, même si avec le Covid, on a eu moins d'opportunités de réunir les entrepreneurs que à distance, puisqu'on a des outils numériques pour que les entrepreneurs se rencontrent et échangent. Ensuite, voilà, donc si vous voulez contacter BGE, n'hésitez pas. Vous allez tout retrouver sur nos réseaux sociaux et sur notre site, puisqu'on a bge-paysdelaloire.com. Et si vous avez des entrepreneurs qui souhaitent prendre rendez-vous par téléphone, c'est pareil, il n'y a aucun souci. Vous aurez la possibilité de trouver un rendez-vous physique ou en visio ou par téléphone. Et en tout cas, le rendez-vous physique se fera au plus près du lieu d'habitation de la personne. Voilà. Même s'il nous arrive d'accompagner des gens qui ne sont pas du territoire, parce qu'ils ont un projet ici, mais qui n'habitent pas là. Donc, ça va dans les deux sens. On accompagne des gens qui habitent ici et qui ont un projet en dehors des Pays de la Loire, et l'inverse est vrai. Même si l'essentiel, c'est évidemment des gens qui habitent ici et qui veulent s'installer en Pays de la Loire. Merci Mariam. Du coup, on va poursuivre avec Kevin donc pour présenter faire un zoom sur les coopératives d'activité. Du coup, je passe à la slide suivante. Kevin, vous allez pouvoir y aller. Bonjour à toutes et à tous. Kevin Fralin, je suis chargé d'accompagnement des entrepreneurs qui sont hébergés au sein de l'Ouvre-Boîte 44, qui est une coopérative d'activité et d'emploi parmi toutes les coopératives d'activité et d'emploi qui existent sur les Pays de la Loire et que je vais vous citer tout de suite. On va voir un petit peu le fonctionnement de ces CAE, puisque nous, on est sous forme de SCOP, donc on est des sociétés coopératives
C'est important de le dire quand même. C'est des entreprises qui ont vocation à être détenues par leurs salariés. Donc, les salariés sont propriétaires de leur outil de travail. Et peu importe que vous ayez 1 000 € ou 10 000 € de part sociale dans une SCOP, eh bien, lors de l'Assemblée générale, un homme, une femme égale une voix, qui est ce qui est un peu différent d'une entreprise classique où voilà, on a des associés qui détiennent la majorité du capital et qui ont un poids en fonction de l'argent voilà, qu'ils ont investi dans l'entreprise. Et du coup, j'ai mis quelques exemples d'entreprises qui sont sous cette forme de SCOP sur le territoire des Pays de la Loire, avec Macorel, la SNAT, Titi Floris, voilà, plein de grosses entreprises qui travaillent dans des secteurs très différents et on est dans le Grand Ouest très friand de ce genre d'entreprise sous cette forme de SCOP. Donc, on fait partie de l'économie sociale et solidaire. Donc, une CAE, c'est quoi et qu'est-ce qu'on vous propose? Donc, tout à l'heure, Mariam me parlait de créer sa propre entreprise en créant son statut d'indépendant, en entreprise individuelle ou en société. Ici, c'est un peu différent puisqu'on lance son activité en étant hébergé dans une coopérative, donc en étant hébergé dans une entreprise. C'est de l'hébergement juridique, c'est-à-dire que le porteur de projet n'a pas besoin de s'immatriculer. Il n'a pas besoin d'aller chercher un statut puisqu'on lui offre, on va dire, le numéro de SIRET de la coopérative qu'il va pouvoir utiliser. Donc, il y a plusieurs centaines d'entrepreneurs qui utilisent un même numéro de SIRET et qui réalisent des activités diverses au sein d'une même coopérative d'activité d'emploi. Donc voilà, pas besoin d'aller s'immatriculer. Le porteur de projet, il est accompagné aussi sur le plan comptable et sur le plan fiscal. C'est-à-dire que chaque activité eh bien, a une comptabilité analytique spécifique. Et du coup, on peut suivre le compte de résultat, on peut suivre la trésorerie de chaque entrepreneur à tout moment. Donc, les aspects de gestion, ils sont gérés en interne par une équipe d'appui, une équipe de comptables qui va gérer la comptabilité des entrepreneurs. Et puis, on va aussi gérer la déclaration de TVA chaque mois et les aspects plus administratifs que peuvent être, par exemple, l'assurance pour votre activité. Donc, ça, c'est aussi pris en charge par la coopérative. Donc, tout un aspect de back-office administratif, comptable, fiscal, juridique, qui est là pour aider l'entrepreneur dans le démarrage et dans la création de son activité. Et puis un accompagnement plus spécifique sur l'activité avec un chargé d'accompagnement du coup qui est dédié, qui a plusieurs entrepreneurs à suivre. Et l'idée, c'est par des rendez-vous physiques, téléphoniques et puis des ateliers collectifs de monter en compétences sur des aspects des compétences du chef d'entreprise, de gestion, de juridique, de développement commercial, un petit peu tout ce qui est ce que disait Mariam sur les compétences ou la montée en compétences du chef d'entreprise. Tout au long du parcours, au sein de la coopérative, vous allez avoir ces différentes possibilités pour monter en compétences avec des formations en interne. Et puis de la mise en réseau, puisque on a du coup dans la coopérative, c'est collectif, c'est une entreprise collective. On a plusieurs entrepreneurs, on a différents métiers et on a différents temps collectifs qui permettent de se rencontrer, de faire connaissance, de trouver des clients à l'intérieur de la coopérative, de trouver des sous-traitants ou des gens avec qui échanger sur le métier de chef d'entreprise. Et de combattre un peu la solitude qui peut être là quand on démarre aussi sa création. Les gens qui viennent dans les coopératives d'activité d'emploi, ils hésitent souvent entre un statut ils créent leur propre emploi, donc ils hésitent souvent avec un statut de micro-entreprise, puisque c'est aussi un statut possible pour tester et démarrer une activité. Ils hésitent avec ce statut d'entrepreneur salarié. Quand vous rentrez dans une coopérative d'activité d'emploi, du coup, vous testez votre projet et à partir du moment où il est rentable, on vous propose de vous salarier avec un statut d'entrepreneur salarié. Ce qui fait qu'on a la protection sociale du salarié avec un bulletin de salaire chaque mois en fonction du chiffre d'affaires qu'on peut faire. Et ce statut de salarié il est plutôt protecteur puisque vous cotisez
pour vous protéger. Vous avez une protection sociale intéressante et notamment vous cotisez pour le chômage. Donc, si un jour vous arrêtez votre activité, vous pouvez aller à Pôle emploi et vous avez le droit de faire valoir vos allocations chômage. Plus de sécurité puisque vous êtes accompagné. Vous avez plus de temps pour développer la partie commerciale puisque tout le back-office administratif, comptable est pris en charge. Donc ça, c'est intéressant. Un réseau, je l'ai dit tout à l'heure, la possibilité d'entreprendre à plusieurs, ce qui n'est pas possible en micro-entreprise, on est tout seul. Là, on a la possibilité d'être hébergé dans une coopérative en étant 2, 3, 4, 5 à développer un projet, en étant associé de l'activité. On est assujetti à la TVA dans les coopératives d'activité d'emploi, contrairement à la micro-entreprise où voilà, on a la franchise de TVA. Donc ça peut être un avantage ou un inconvénient en fonction de la typologie de client, du niveau d'achat, puisqu'on récupère aussi la TVA sur ces achats. Et puis, la possibilité de déduire ses frais, c'est-à-dire que là, contrairement à une micro-entreprise, vous avez la possibilité de rentrer vos frais, de rentrer vos achats et de créer des charges sur votre activité et de vous faire rembourser ces frais et ces achats qui sont liés à l'exercice de l'activité. Voilà sur le statut rapide, en tout cas la présentation rapide du statut d'entrepreneur salarié. Et puis une présentation au niveau régional des CAE. Il y a plusieurs CAE, il y a 7 CAE sur la région avec des zones d'intervention géographique un peu différentes. On a du coup l'Ouvre-Boîte qui est présente sur la Loire-Atlantique et la Vendée, qui est une coopérative généraliste. Généraliste, ça veut dire qu'on peut héberger tout type d'activités, principalement des activités de prestation de services aux entreprises ou aux particuliers. Donc l'Ouvre-Boîte et puis Coup de pouce 49, Codémarrage, ce sont des coopératives généralistes. Donc il y en a sur tous les territoires. Je ne vais pas les citer puisqu'on va les voir juste dans la slide d'après. Donc on intervient sur tous les pays de la Loire. Il manque juste une CE en Sarthe. Il y a la SIAP, qui est la coopérative agricole qui intervient sur tous les pays de la Loire. Mais on n'a pas de coopérative généraliste dans la Sarthe. Et la slide d'après vous présente un petit peu, vous donne des exemples en tout cas d'activités qui peuvent être hébergées au sein des CAE. Donc dans les CAE, on va dire généralistes, l'Ouvre-Boîte, Coup de pouce 49, Codémarrage, on peut avoir des activités de conseil, de formation professionnelle, puisqu'on est des organismes de formation aussi, gestion administrative, commerciale, de la création artisanale, ça peut arriver, de l'habitat intérieur, mais qui ne nécessite pas d'avoir de garantie décennale, et puis des activités de communication, graphisme, web, et même de bien-être, on en a de plus en plus. Donc c'est vraiment très vaste. Comme chez vous, c'est les activités de service à la personne. Donc là, avec les activités réglementées du champ de service à la personne. Bâti créateur, les activités du bâtiment. Et puis OSE, des activités de monde culturel, artistique, créatif. Donc on a une réponse à tout porteur de projet, peu importe le domaine, le secteur d'activité dans lequel il souhaite développer son entreprise. Pour aller plus loin un petit peu sur ce statut d'entrepreneur salarié, le fonctionnement, l'organisation d'une CAE, vous pouvez participer en tout cas les gens que vous accompagnez, vous pouvez les rediriger vers des réunions d'information collective et du coup, possibilité de s'inscrire sur le site coopérer-paysdelaloire.coop où là, voilà, vous avez des réunions d'information sur lesquelles vous pouvez positionner des gens pour qu'ils puissent en savoir plus sur ce statut un peu particulier, mais qui permet de tester un projet et puis de devenir au fur et à mesure salarié de son activité. Merci Kevin. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Merci Mariam pour les dernières réponses que tu as données aussi, donc qui ont été posées. Je vois que Valérie Sausson de l'APEC nous indique aussi une coopérative qui s'appelle Let's Go Up dans la Sarthe. Exact. Et donc merci à toi Kevin. Merci Kevin pour ta présentation.
On vous propose maintenant de l'illustrer à travers 2 témoignages d'entrepreneuses salariées à l'ouvre-boîte actuellement et qui vont vous témoigner de l'importance pour elles dans leur création d'activité d'être accompagnées par l'ensemble des ressources mises à leur disposition à l'ouvre-boîte. Bon visionnage et à tout de suite. Je suis Sandy Carhervé, je suis formatrice et coach. J'accompagne les dirigeants et puis les personnes au potentiel. Donc, rapidement, quand j'ai commencé à prendre mes fonctions de directrice, je me suis aperçue vraiment des besoins en termes d'évolution du management, de remettre de l'humain dans les organisations, de mettre du bien-être aussi, de la bientraitance au niveau du management et vraiment aller travailler tout ce qui est intelligence collective. Et transmettre, ça fait partie, je pense, de qui je suis et de transmettre. De former les gens, j'ai vraiment trouvé ça passionnant. Donc, je me suis lancée il y a 10 ans en parallèle. Et puis, tout ce qui est autour de la douance, des surdoués, des hauts potentiels, j'ai commencé à en côtoyer assez rapidement. Et j'ai mesuré là aussi toutes les questions, surtout d'une certaine génération qui sont passées au travers, en fait, des détections. Moi, ce que j'ai trouvé compliqué, c'est de trouver les bons interlocuteurs. Pour savoir le statut, savoir quelle formation je peux faire, comment je peux compléter mon parcours. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait le choix de rentrer en pépinière, parce que ça m'a permis de baliser, d'être accompagnée et d'en connaître davantage sur la gestion comptable et sur les... Parce que j'ai trouvé ça extrêmement compliqué. On est vite isolé, en fait. On est vite seul. Et ça, pour moi, en tout cas, j'ai trouvé ça compliqué de pouvoir trouver la personne ressource. À qui je m'adresse, à quelle aide je peux prétendre. Je m'appelle Marie Delestre, j'ai 45 ans, 3 enfants. Et donc, je suis maintenant potière, céramiste. Dans l'enseignement, c'est là où je voulais être depuis petite. Et donc, c'est un métier que j'avais cherché à faire. Et au bout d'un moment, je me suis plus sentie à ma place. Et je sentais que ma tête avait du mal à suivre. Et par contre, mes mains avaient envie de travailler. Voilà, je fais beaucoup de travaux manuels chez moi, un peu de toutes les sortes. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse maintenant et que je m'occupe de moi, que je n'ai pas de patron et de ligne qu'on me donne de l'extérieur. Et après avoir cherché un petit peu, fait des échanges avec différents artisans, je me suis dit que ce loisir que j'avais depuis 8 ans, finalement, c'était peut-être ça qui allait faire mon métier, donc la terre. Ça m'a donné en tout cas la confiance dans le fait que c'est possible. Comme quand on apprend à faire du vélo, d'avoir quelqu'un derrière nous qui nous tient la selle au départ. Et puis, à un moment, on se dit, c'est bon, je suis capable. En fait, il y a un certain nombre de trucs qui ne sont pas si compliqués que ça, ou ce qui était compliqué, ils me l'ont débloqué. Je sais que je pourrais trouver des réponses en appelant à droite, à gauche. Je sais où je vais les trouver maintenant. Et ça y est, je peux pédaler. J'aurais pas pu faire ça si je n'étais pas passée par ça. Marie, je sens la confiance en tout cas. Là. Ça a aidé. Oui. Ouais. Et les accompagnants, pour ça, ont un rôle indispensable parce que d'avoir rendez-vous régulièrement avec un chargé d'accompagnement qui pose des questions très claires, qui aide à faire le ménage entre ce qui est important, ce qui n'est pas important, ce qu'il faut approfondir, ce qu'on peut attendre, ce qu'on peut laisser de côté pour l'instant, dire te tracasse pas avec ça, on verra plus tard, commence déjà par te concentrer là-dessus. Voilà, faire des petits pas, toujours la même théorie des petits pas, d'avoir quelqu'un qui a un regard extérieur qui aide à faire ce tri-là. Et puis aussi, t'entends qu'il regarde une fois, qu'il dit c'est chouette ce que tu as fait là, mais toi tu trouves que c'est pas terrible, mais moi ça me plaît. Ou personnellement, le chargé d'accompagnement qui s'implique un peu et qui donne son avis, tout ça aide
à tenir après. On va passer la parole à Johan Gagneux pour Transition Pro Pays de la Loire, puisque dans l'organisation, donc le nouvel écosystème Transition Pays de la Loire a aussi un rôle dans l'accompagnement des futurs créateurs d'entreprises, que ce soit sur une dimension de formation, mais aussi sur l'accompagnement des salariés qui démissionneraient de leur poste pour pouvoir créer leur entreprise. Donc, Johan, on t'invite à réactiver ton micro et à prendre la parole pour présenter la suite. Oui, bonjour à tous. Donc, en quelques mots, vous présenter en quoi Transition Pro peut intervenir sur ce champ de la transition professionnelle des salariés en vue de créer ou de reprendre une entreprise. Est-ce que j'ai la main sur le slide ou est-ce que tu le déroules? Tu le déroules? Ouais. Donc, la mission de Transition Pro Pays de la Loire, c'est de faciliter et d'accompagner la transition professionnelle des salariés. Et donc là, on parle bien de tous les salariés sous contrat de travail de droit privé, qu'ils soient en CDI, en CDD, intérimaire, intermittent, quelle que soit la branche professionnelle d'appartenance. Donc, accompagner et simplifier cette transition en vue de répondre à des enjeux de territoire, notamment en termes d'emploi, mais aussi de développement économique. Et là, on s'inscrit complètement dans ce sujet de la création, de la reprise d'entreprise. Donc, pour cela, on a des équipes qui sont constituées de 19 collaborateurs et qui sont répartis à travers 63 lieux de permanence sur l'ensemble de la région. Et on travaille notamment en proximité et on est souvent au sein des communautés de communes. C'est là où on a nos permanences, qui nous permet aussi d'être en partenariat étroit avec les développeurs économiques de ces structures, et puis également au sein des maisons France Service sur lesquelles nous sommes présents. Très concrètement, et il ne s'agit pas de rentrer dans le cœur de nos dispositifs, mais simplement de vous faire un petit teasing sur ce que l'on peut faire. On a dans nos demandes de financement, on a des salariés aujourd'hui qui ont un projet de créer ou de reprendre leur entreprise, une entreprise, et qui, avant de se lancer sur ce projet, ont besoin de se former et d'engager une formation qualifiante, certifiante. Et donc, pour cela, nous avons un dispositif qui s'appelle le projet de transition professionnelle. C'est anciennement le CIF, et qui permet à un salarié, sous condition d'ancienneté bien entendu, de pouvoir prendre un congé de formation pour pouvoir se former sur un métier, avec une prise en charge durant ce congé du salaire de la personne, des frais de formation et également de frais annexes qui peuvent être liés à des aides à la mobilité. Et donc, on a tout dernièrement, sur la commission d'examen qui a eu lieu il y a 2 jours, on a des personnes qui ont présenté des projets type BPREA, CAP boucher, CAP boulanger, et dont le projet, à l'issue de ce parcours, n'est pas de devenir salarié, mais bien de créer ou de reprendre une entreprise. Et donc, dans leur stratégie finalement de mise en œuvre, ils ont besoin de formation dans un premier temps, et donc ils nous sollicitent pour le financement de ce congé de formation, avec un taux d'acceptation aujourd'hui qui est de l'ordre de 65% de taux d'acceptation. On était à 68% il y a 2 jours sur la commission du mois de mai. Donc, ça veut dire que pratiquement 7 dossiers sur 10 sont acceptés. Pour celles et ceux qui ont connu peut-être à l'époque le fonds GESIF, qui est l'ancienne structure, on avait du mal à avoir un dossier sur 2 d'accepté à l'époque. Là, on est sur un taux d'acceptation qui est aussi plus important. Donc, je pense que c'est des éclairages à avoir quand vous pouvez éventuellement orienter du public vers nous pour cela. Ce qui est important, c'est que nous, on va bien être sur la mise en œuvre du projet. Vous comprenez bien qu'on va pas notre rôle n'est pas d'accompagner la personne sur la construction de son projet, sur la validation de son projet professionnel. On va vraiment intervenir sur la partie mise en œuvre du projet. Je me lance, j'ai besoin de me former avant de créer, et donc je demande un congé de formation pour atteindre cet objectif-là. Nous sommes également financeurs de la VAE, de la validation des acquis de l'expérience, et ce jusqu'au mois de juin de cette année. On espère fortement que ça va être prolongé
mais pour l'instant, on n'a pas encore les informations. Pourquoi je parle de la VAE? Parce qu'on peut aussi avoir des demandes de VAE et on voit bien dans les argumentations des personnes qui veulent certifier, valider leurs compétences en vue d'obtenir un diplôme pour aussi derrière parfois rassurer des financeurs, des banques en vue de créer aussi leur entreprise. Donc, on a parfois cette démarche de VAE qui peut être un prémisse à un projet de création d'entreprise. Et puis, on a ce dispositif également que l'on porte qui s'appelle le dispositif démissionnaire, dispositif démission reconversion, qui permet à un salarié sous condition d'ancienneté de 5 années de pouvoir déposer un dossier qui lui permettra, si le dossier est accepté, de pouvoir, pour faire très simple, démissionner de son poste de façon à ensuite s'inscrire à Pôle emploi, bénéficier des aides de façon derrière à mettre en œuvre son projet. Et dans ce dispositif démissionnaire, il y a un aspect du dispositif qui concerne spécifiquement les personnes qui démissionnent pour créer ou reprendre une entreprise. Voilà. Donc là, on est vraiment dans l'aspect mise en œuvre sur lequel nous n'associons pas de financement du parcours de formation. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons parfois des salariés qui ont des stratégies qui combinent plusieurs de ces dispositifs-là. Je vous parlais des personnes, par exemple, CAP boucher, CAP boulanger, qui vont nous demander dans un premier temps le congé de formation pour se former à ce métier-là. Et une fois qu'ils auront bénéficié de ce congé, qu'ils auront le diplôme, ils vont aller mobiliser le dispositif démissionnaire de façon à pouvoir démissionner de leur poste et puis mettre en œuvre leur projet de création de reprise d'entreprise. Donc là, on est sur des stratégies combinées que l'on voit assez régulièrement, notamment pour ces publics-là. Pour tout ça, vous avez pas mal d'informations et on a développé une chaîne YouTube qui vous permettra d'avoir, on va dire, l'essentiel de ces dispositifs-là. N'hésitez pas non plus à orienter les salariés directement sur cette chaîne également, mais également sur notre site Internet. Ils peuvent se créer un espace personnel et donc sur l'ensemble des dispositifs que l'on porte, il y a à chaque fois une réunion d'information qui est proposée et puis un accompagnement également qui est gratuit et qui est confidentiel et un accompagnement qui est bien sur la mise en œuvre du projet. Encore une fois, on ne va pas travailler avec la personne sur la viabilité de son projet de création d'entreprise. Ce n'est pas notre rôle. Nous, on est vraiment sur la mise en œuvre. Voilà. Donc, on m'avait dit de faire court. J'ai essayé de faire condenser. J'espère, j'en ai peut-être frustré certains, mais l'idée, c'est plutôt de vous faire une petite bande-annonce pour que vous ayez l'envie d'aller un peu plus loin et surtout nous orienter des personnes par rapport à ce qu'on peut faire pour elles. Voilà. Merci Johan, merci à tous les intervenants pour leur efficacité. Alors, on a remis une slide un petit peu là, spécifique qui est extraite de BPI France, donc sur la différence entre la création d'activité au sens strict, c'est-à-dire partant de rien, avec une reprise d'entreprise. Je trouvais qu'elle était intéressante un petit peu sur voilà, quels peuvent être les avantages et les inconvénients si vous avez des personnes que vous accompagnez qui sont sur un projet de devenir leur propre employeur, entre guillemets. Voilà un certain nombre d'éléments. Et puis sur la dernière slide, vous allez avoir également quelques ressources complémentaires nombreuses qui sont extraites de BPI France. Et puis vous avez aussi des éléments sur le dispositif régional, donc formation accès entrepreneur, qui est dispensé en région, soit par BGE, soit par les chambres consulaires. Et puis le dispositif Active Créa aussi de Pôle emploi, qui est vraiment autour de l'émergence. Donc il y a une page sur le site de Pôle emploi qui vous présentera tous ces éléments-là. Il est 12h03. S'il y a une dernière question, on peut éventuellement la prendre. On n'a pas vu beaucoup de questions dans le chat. Je pense que peut-être que les éléments fournis par les intervenants étaient très riches et très instructifs pour vous. Si vous avez des questions, des réactions, c'est le moment. Et avant qu'on conclue dans 1 ou 2 minutes. À moins que Mariam, Kevin ou Johan, vous ayez un dernier mot à rajouter. Je sais que dans les points de vigilance, Mariam, au moment de la préparation de ce webinaire, tu me disais c'est important qu'effectivement
les créateurs viennent suffisamment tôt vous voir aussi, parce que parfois, il y a notamment des aspects financiers où il faut que la demande soit effectuée avant l'immatriculation, un certain nombre de choses comme ça. Donc peut-être ce qu'on peut encourager, c'est pour les conseillers qui sont présents aujourd'hui, c'est de se renseigner auprès des interlocuteurs qu'ils ont en local et puis de ne pas hésiter à orienter vers vos structures. Tout à fait. Parfois, il y a des choix sur lesquels on ne peut plus revenir en arrière. On pourrait en citer plein des exemples, mais par exemple, la signature d'un bail avant même la création d'entreprise, voilà, le fait de s'immatriculer alors qu'il n'y a eu aucune aide de demandée. Ils n'ont plus le même statut, hein, ils n'ont plus le statut de demandeur d'emploi. Voilà, il y a comme ça des étapes à faire dans l'ordre pour certaines situations. Ok. Merci à vous. Je ne vois pas de réaction dans le chat. Peut-être, moi, je vais conclure, alors d'une part en remerciant nos intervenants et puis également vous annoncer nos prochaines actions de professionnalisation au Carrefour F. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Donc, merci Mariam, merci Kevin, merci Johan, merci Nicolas aussi pour la co-animation. Donc, Merci Bertrand. Merci. Merci À venir sur les prochaines actions d'accompagnement, enfin les prochaines actions de professionnalisation pardon, du Carrefour F. Vous voyez l'utilisation de WeForm, donc ça c'est spécifiquement pour les missions locales et les cap emploi. Alors on ne voit pas, Bertrand, hein, ton écran. Vous ne voyez pas. Alors il faut que je repartage mon écran, je ne suis pas allé au bout. Hop. Est-ce que là vous voyez? Yes, c'est bon. Voilà. Je vois aussi le 25 mai l'actualité du CPF pour les salariés. Et puis, vous voyez sur la page professionnalisation, on retrouve toutes nos prochaines actions. Et on travaille actuellement sur la programmation de nos actions de pro du second semestre. Donc guettez dans la newsletter, vous verrez prochainement un article qui annonce la programmation des actions de pro du second semestre. Je jette un coup d'œil sur le chat, mais après, je ne vois pas d'autres questions ou réactions. Merci à vous pour votre participation et puis à très bientôt. Merci à tous. Merci Bertrand, effectivement. Merci aux intervenants. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci Nicolas. Au revoir. Au revoir Mariam.